Jessie Coulter n'a jamais été du genre à élever la voix. Elle n'avait pas besoin. Elle était la main ferme dans une vie qui était tout sauf stable. La femme qui, d'une manière ou d'une autre, est restée place alors que la plupart des gens auraient fait leurs valises et se seraient enfuis. Les gens aiment l'appeler la sainte à côté du pécheur. La fille de gospel avec le mari hors la loi. Mais, à 82 ans, Jessie a assez de laisser les autres écrire son histoire. C'est arrivé de nulle part, juste un après-midi normal où elle s'est penchée tout doucement et a dit « Il a laissé quelque chose sous les planches du plancher. Je ne l'ai jamais dit à personne. » C'était tout. Une seule phrase et toute la pièce s'est figée. On pouvait sentir l'air changer. Il ne s'agissait pas d'un disque d'or perdu depuis longtemps ou d'un secret de bus de tournée. Il s'agissait d'une nuit qu'elle a gardée enfermée pendant plus de 40 ans. Une nuit, Waylon Jennings lui a fait promettre de ne jamais parler, et jusqu'à présent, elle ne l'avait pas fait. Voyez-vous, avant d'être Jessie Coulter, la muse du hors-la-loi, elle était Miriam Johnson, la fille d'un prédicateur de Phoenix. Douce voix, forte volonté. Elle a grandi bercée par les hymnes de l'église et le courage, jouant du piano le dimanche, mais rêvant de chansons qui vivraient bien au-delà de l'autel. Son premier grand amour musical n'était pas Waylon, mais Duane Eddy. Oui, ce Duane Eddy. Ils se sont mariés jeunes, ont visité le pays, et elle a eu un cours accéléré sur la difficulté du secteur de la musique. Au début des années 70, elle était de nouveau seule. Son album I'm Jessie Coulter a pris feu à Nashville. Pendant une seconde, il semblait que les projecteurs étaient braqués sur elle. Puis Waylon est entré. Enfin, entrer n'est pas le mot juste. Plutôt comme s'il s'était écrasé dans sa vie. Il avait cette énergie. Tout le charme et les ennuis réunis un seul. Elle a vu le whisky, les pilules, le tempérament qui pouvait passer de 0 à 100. Mais elle a aussi vu le poète, le rêveur, le garçon blessé sous toute cette armure de hors-la-loi. Aimer Waylon n'était pas un tourbillon romantique rapide. C'était une tempête à part entière. Ils se disputaient, rompaient et se remettaient ensemble. Ils disparaissaient pendant des jours, parfois des semaines, et elle restait assise là à se demander « Est-il avec une autre femme ? Ou ne reviendra-t-il pas du tout ?» Mais elle est restée, pas parce qu'elle avait peur, pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle croyait vraiment, peut-être stupidement, que son amour pourrait survivre à ses démons. Et peut-être que c'est le cas, ou peut-être que cette chose sous les planches du plancher raconte une histoire différente. Pour continuer, 1995 a été une grande année pour Jessie Coulter. Sa voix était partout, s'échappant des radios, se répandant des jukebox, se frayant un chemin dans tous les bars enfumés d'Amérique. I'm Not Lisa n'était pas seulement un tube, c'était la chanson. Mais alors que le reste du monde entendait un chagrin d'amour mi-musique, Jessie le vivait pour de vrai. La célébrité avait son nom sous les projecteurs, mais dans sa propre vie, elle se sentait invisible. Waylon Jennings était la raison et l'ombre. Il devenait le visage d'un pays hors la loi plus grand que nature, impossible à ignorer. Et peu importe son talent, Jessie était présentée comme la femme de Waylon, et non comme la star qu'elle avait travaillé si dur à devenir. Des amis ont remarqué des fissures dans son éclat. Ils apercevaient quelque chose derrière son sourire, des bleus émotionnels, peut-être plus. Elle a tout nié, juré qu'il ne l'avait jamais touchée. Mais il y a une nuit 78, après un spectacle à Houston, dont elle n'a jamais parlé publiquement jusqu'à présent. Elle l'a écrit dans son journal, dans cette écriture inclinée et soignée. Il me regardait comme si je n'étais pas réel, comme s'il ne me connaissait même pas. Que s'est-il passé ensuite? Elle l'a enfoui si profondément qu'il a presque disparu. Presque. Mais le souvenir est toujours là. Et un jour, il mènera directement à ce qui est caché sous ces planches du plancher. À ce moment-là, Waylon ne se contentait pas de vivre durement. Il se désagrégeait.
Des jours sans sommeil, des nuits sans un mot. La cocaïne n'était plus un vice. C'était ce qui tenait le volant. Elle le trouvait errant à 4 heures du matin, les yeux rouges, marmonnant à propos de gens dans les murs, de chansons que personne d'autre ne pouvait entendre, de camionnettes banalisées suivant le bus de tournée. Pour le public, il était un dieu de la musique country, vêtu de cuir. Pour Jesse, c'était un homme hanté, marqué par la honte de son enfance, hanté par la mort d'amis et écrasé par la pression de faire semblant d'être à l'épreuve des balles tous les soirs. Et il ne voulait pas l'éteindre. Le chaos était la seule chose plus forte que la douleur. Puis, vint 1981. Ils sont dans un motel bon marché à l'extérieur de Memphis, loin des projecteurs. Elle le supplie de se reposer, de manger, de ralentir, avant qu'il ne s'effondre complètement. Au lieu de cela, il se retourne contre elle, pas avec ses poings, mais avec des mots si cruels qu'elle ne les a jamais répétés. Plus tard, elle a écrit « C'était comme regarder le diable parler à travers les lèvres de quelqu'un que vous avez aimé autrefois. » Elle est sortie ce soir-là. Pas de destination, juste le ronronnement de l'autoroute et le vide dans sa poitrine. Quand elle est revenue le lendemain matin, il était parti. Pas de notes, pas de bagages, juste un miroir de salle de bain brisé et une petite boîte bois posée sur la table de chevet. Elle ne l'a pas ouverte, pas pendant 30 ans, et quand elle l'a finalement fait, tout a changé. Alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas quitté? Sa réponse est terriblement simple. Je pensais que si je partais, il mourrait, et s'il mourait, ce serait de ma faute. Les années 1980 ont défilé dans un flou de néons, d'émissions de fin de soirée et de prières murmurées. Sur scène, ils étaient la royauté. Coulisses. Elle le suivait à la trace comme un détective. Des pseudonymes d'hôtels, des endroits où il disparaissait, des excuses pour les spectacles manqués, des visites à l'hôpital que personne n'a signalées, des overdoses considérées comme de l'épuisement. Une entrée dans son carnet cachait la pique encore. Il a cessé de me reconnaître la nuit. Il m'appelait chérie comme si j'étais une fan de plus. Puis un jour, un piano à queue est arrivé à leur domicile. Pas de notes, pas d'expéditeur, juste un message gravé sous le couvercle à celle qui est restée. Jessie n'a jamais découvert qui l'avait envoyé. Et Waylon n'a jamais parlé, mais elle a recommencé à jouer. Des chants gospel, des berceuses et la musique ont commencé à ramener des souvenirs enfouis à la surface. Un particulier, Tucson, une lettre que Waylon lui avait fait brûler, un secret qu'il avait juré de tout détruire s'il était révélé. Elle pensait qu'il avait disparu, mais le piano se souvenait. À la fin des années 80, Waylon se sortait de sa dépendance. La sobriété n'a pas effacé le passé. Un soir, assis à côté d'elle au piano, il l'a interrompu plein milieu d'une chanson et lui a demandé « Tu te souviens de Tucson ?» Elle s'est figée. Ils n'avaient pas parlé depuis 20 ans. Elle a hoché la tête et il a dit doucement « Je n'aurais jamais dû te faire brûler ça. » Elle n'a jamais dit ce que c'était, mais 1992, nettoyant un placard, Jessie a trouvé quelque chose qu'elle croyait disparu à jamais. Cela a commencé avec une cassette. Pas d'étui sophistiqué, pas de liste de pistes, juste un mot griffonné sur l'étiquette de l'écriture désordonnée de Waylon. Tombstone, pierre tombale. Jessie a failli ne pas la jouer. Presque. Mais quand elle l'a finalement glissée dans le lecteur, ses mains n'arrêtaient pas de bouger. La voix qui a rempli la pièce était la sienne. Brute, éraillée, rien à voir avec l'homme qu'elle avait entendu sur scène. Pas de chant, juste des confessions qui sortaient par à-coups irréguliers, et quelque part au milieu, le bruit de ses pleurs. Il a parlé de quelque chose qui s'est passé 1971, quelque chose qui, selon ses propres termes, a enterré plus qu'un simple nom. Ce n'était pas censé être destiné à ses oreilles, mais elle l'a quand même gardé. L'a enfermé dans un coffre-fort
à côté d'une boîte bois patiné provenant d'un motel et d'une photo fanée de Waylon devant une église se tenant à côté d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Au dos de cette photo, un seul nom à peine lisible à l'encre maculée. Et dessous, un avertissement qui ressemblait plus à une menace. N'oubliez pas ce que nous avons fait. Des années plus tard, la curiosité l'a rongée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Silencieusement, elle a embauché un détective privé, sans paperasse, sans question. La piste a mené à un cimetière désertique blanchi par le soleil, une tombe sans pierre tombale et un dossier de cour de 1975 qui avait été enfoui sous des pseudonymes et de la paperasserie. Quoi qu'elle ait appris ce jour-là, elle n'a jamais parlé, ni aux journalistes, ni même à ses amis les plus proches. Mais dans une rare interview, lorsqu'on lui a posé la question sur le fardeau le plus lourd qu'elle ait jamais porté, la réponse de Jessie a été courte et troublante. Il y a une raison pour laquelle je chante plus à Dieu qu'aux gens maintenant. Certaines choses que seul le ciel peut pardonner. Dès lors, la lumière de sa musique s'est atténuée. Quoi qu'il se soit passé à Tucson, cela a refusé d'y rester. Cela a déteint sur ses chansons, dans les espaces entre ses notes, dans les silences qu'elle gardait juste une seconde de trop. Au début des années 2000, elle s'était retirée dans quelque chose de plus calme. Pour le public, Jessie était tout grâce et douceur, des réponses polies, des sourires chaleureux et des mélodies gospel. Mais derrière le rideau, le monde était devenu froid. Waylon est mort 2002, et avec lui est partie la seule autre personne qui savait vraiment ce qu'ils avaient enterré ensemble. Sa mort ne l'a pas frappé comme un coup. C'était plus comme un lent et lourd effondrement. Pendant près d'un an, elle n'a pas pu se résoudre à toucher le piano. La maison lui paraissait vide, et même sa propre voix sonnait étrangère, comme si elle chantait à travers un fantôme. Les fans ont envoyé des fleurs. Les hommages ont afflué. Ils l'ont appelée la dernière femme debout de l'ère des hors-la-loi, mais ils ne savaient pas ce qu'elle avait vraiment perdu. Waylon n'avait pas seulement emporté des souvenirs dans la tombe, il avait emporté un pacte. Un an plus tard, une enveloppe est apparue dans sa boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photocopie de cette photo d'église, mais cette fois, il y avait quelqu'un d'autre dans le cadre. Flou à l'arrière-plan, mais indubitable. Jessie elle-même. Dessous, une seule ligne tapée à l'encre noire froide. La vérité ne reste pas morte pour toujours. Elle ne l'a pas dite à son fils. Elle n'a pas appelé la police. Au lieu de cela, elle a disparu pendant 3 jours avec rien d'autre qu'un petit sac. Personne ne savait où elle était allée. Quand elle est revenue, elle a brûlé tous les journaux qu'elle avait jamais tenus. Des décennies de sa vie réduites à de la fumée qui s'enroulait dans le ciel nocturne. Des voisins ont dit qu'elle était restée là pendant des heures, fixant le feu sans un mot. Après cela, Jessie parlait différemment. Tout venait par énigme, des histoires cryptiques sur la miséricorde, le pardon et le prix du silence. Et chaque fois que quelqu'un osait poser des questions sur les années sombres de Waylon, elle disait simplement « Il a fait la paix avec Dieu. C'est tout ce qui compte. » Mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. On pouvait le dire rien que la regardant. Ses yeux avaient vu des choses, savaient des choses, et attendaient tranquillement quoi ou qui. Personne ne le savait vraiment. Ses amis ont remarqué les changements premiers. Soudain, sa salle de piano était toujours verrouillée. Le courrier restait non ouvert pendant des semaines. Et puis, il y a eu cette nuit à Nashville, lors d'une série de compositeurs. Elle était à mi-parcours lorsque quelqu'un de la foule a crié « Jouez quelque chose de Tombstone ». Elle s'est figée, a écourté sa performance et, quittant la scène, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. C'était comme si le passé était revenu frapper et qu'il n'avait pas l'intention de partir. Point.
Les gens murmuraient depuis des années au sujet d'une chanson que Waylon avait écrite autrefois, une chanson qui mentionnait apparemment l'Église, une lettre et une sorte d'accord. Jessie était la seule personne qui tenait encore le dernier petit fil de toute cette histoire, et tout le monde savait que si elle tirait dessus, tout s'effondrerait. Le fait est que ces murmures n'ont fait que s'amplifier avec le temps. Cela a commencé dans des coins tranquilles, des conversations entre d'anciens musiciens de studio et des gars de l'équipe de tournée qui étaient là depuis toujours. Ils avaient tous leur version de la même rumeur. Waylon a écrit une chanson qu'il n'a jamais sortie, une piste finale que seules quelques oreilles avaient entendue. Ils avaient même un nom pour cela, le 5e couplet. Selon à qui vous posiez la question, il s'agissait soit d'une confession, soit d'une menace. Mais tout le monde était d'accord sur une chose. Jessie Coulter avait la cassette. La façon dont les gens racontent l'histoire. Un soir de 1989, Waylon s'est assis dans son studio à domicile, avec seulement sa voix et une guitare. Il a appuyé sur enregistrer. La chanson n'a jamais été mise sur un album, et RCA n'a même jamais enregistré la bobine maîtresse. Jessie a rangé sa copie dans une boîte ignifugée, loin de quiconque dans l'industrie. Un seul ingénieur a affirmé l'avoir entendue, et il a dit qu'elle l'avait glacée pendant des semaines. Les paroles, le mensonge d'un prédicateur, une tombe sans nom et une femme qui savait trop. Cette femme, tout le monde l'a compris, était Jessie. Avance rapide jusque 2010. De nulle part, un blogueur anonyme publie un extrait audio rayé de 20 secondes. Juste une mélodie basse et bourdonnante qui ressemblait à Waylon, mais elle ne correspondait à aucun enregistrement connu. Quelques heures, le message avait disparu. Supprimé, mais il était trop tard. Les gens avaient déjà entendu parler. Reddit a explosé. Des vidéos de conspiration ont commencé à apparaître partout. Et juste comme ça, une nouvelle vague de fans de country voulait des réponses. Que savait Jessie Coulter au sujet de Waylon Jennings qu'elle n'avait jamais révélé? Pendant 2 années entières, Jessie est restée silencieuse. Puis 2012, elle est à cette rare Quanda au Texas. Et un jeune homme du public le dit sans détour. Waylon a-t-il déjà enregistré une chanson à propos de Tucson? Toute la pièce s'est tue. Jessie a baissé les yeux, a joint ses mains sur ses genoux et a finalement dit doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. Il a enregistré beaucoup de choses qu'il n'a jamais voulu que le monde entende. C'était tout. Pas d'explication, pas de suivi. Mais cette seule ligne a ravivé le feu. Les journalistes ont commencé à appeler, d'anciens membres du groupe ont commencé à parler, les producteurs ont commencé à fouiller dans les vieilles archives, et juste comme ça, la chasse était de retour. Point. Malgré tout ce qu'on a dit sur cette piste, personne n'a pu mettre la main dessus. Si la chanson existait, elle avait disparu. Alors Jessie fait la seule chose que personne n'avait vu venir. Elle contacte un historien de Nashville, le gars que les gens appellent quand ils ont besoin de vieilles cassettes de l'ère des hors-la-loi perdus, déterrés des placards et des sous-sols. Ils se rencontrent et elle lui remet une enveloppe scellée avec une seule instruction. Sortez ceci après mon départ, pas avant. À l'intérieur, une lettre, une histoire et une clé USB. Personne à l'extérieur n'a jamais vu ce qu'il y a dessus. L'historien dit que c'est authentique. Point final. Et quand quelqu'un lui a demandé ce qu'il y avait là-dedans, il a fait simple. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est un avertissement. Donc, quoique Waylon ait confessé dans cette chanson manquante, et quoique Jessie ait porté silence pendant toutes ces années, est de retour sous clé, attente. Certaines vérités ne se vérifient pas lorsque les personnes qui les vivent en le font. Elles traînent dans les parages pour le bon accord, la bonne voix et le bon moment pour enfin être entendues. Point. À l'époque où Jessie Coulter était dans sa 80aine, elle se montrait à peine publique
et les interviews étaient encore plus rares. Mais quand elle sortait, c'était toujours pour une raison. Pour continuer, il y avait ce petit spectacle d'hommage à Nashville. Rien d'énorme, juste un petit rassemblement pour honorer tout l'héritage musical des hors-la-loi. Tout le monde s'attendait à une nuit de souvenirs et de chansons qu'ils avaient déjà entendues. Personne ne pensait que Jessie toucherait même la scène. Elle n'était pas sur la liste des participants et n'était pas censée chanter du tout. Mais à mi-chemin de la soirée, elle s'est levée et a demandé si elle pouvait jouer. Cela a pris les gens au dépourvu. Elle s'est dirigée vers le piano, s'est assise seule, et quand le projecteur l'a frappée, on pouvait voir toutes les années écrites sur son visage. La pièce s'est tue, comme si tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Elle a commencé avec Storms Never Last, cet air gospel qu'elle avait autrefois enregistré avec Waylon. Au début, cela semblait normal, familier. Mais ensuite, elle a commencé à modifier les mots, juste de petits changements au début, presque comme si elle vérifiait si quelqu'un le remarquait. Et puis, de nulle part, elle a laissé tomber un tout nouveau couplet que personne n'avait jamais entendu. Vous avez promis au prédicateur que nous ne reviendrions jamais, mais j'entends encore l'appel, la terre qui devient noire. Et bon sang, la pièce s'est figée. On pouvait voir des auteurs-compositeurs se pencher, des producteurs se lancer des regards, parce que tout le monde a instantanément reconnu ce à quoi elle faisait allusion. C'était lié à cette rumeur. La piste jamais sortie de Waylon. Le secret à Tucson. La tombe sans nom. Quand elle a fini, elle n'a rien expliqué. Pas de sourire, pas de révérence, pas de réponse. Elle s'est juste levée, a franchi la porte de derrière et a disparu avant que quiconque puisse dire un mot. Comme les téléphones n'étaient pas autorisés à l'intérieur, il n'y a pas d'enregistrement de cela. Mais vous savez comment les histoires se répandent. Quelques jours, les gens de l'industrie fouillaient dans de vieilles notes de session, des bandes de démonstration, des bribes de paroles, et bien sûr, quelque chose a fait surface. Une feuille de parole avec une ligne griffonnée dans la marge. On pouvait y lire « Elle détenait la clé, mais jamais la carte. Le mensonge était enterré là où les prières se chevauchent. » Cette seule ligne a ravivé tout le mystère. Plus tard, quelqu'un lui a demandé dans une interview si elle et Waylon avaient laissé quelque chose d'inexprimé entre eux. Elle a fait ce petit sourire triste et a dit « Pas inexprimé, juste inentendu. » À ce moment-là, les murmures avaient pris une vie propre. L'histoire ne concernait plus seulement Jessie ou Waylon. Elle s'était transformée quelque chose de plus grand, quelque chose que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de poursuivre. Point. Les gens avaient des questions qui ne semblaient jamais disparaître. Tucson revenait sans cesse dans les murmures. On parlait d'un homme sur une photo fanée, d'une tombe sans nom, de registres d'églises qui avaient été scellés pendant des décennies. Et puis il y avait le secret que Waylon avait supplié Jessie de brûler, celui qu'elle n'avait pas pu se résoudre à détruire. Au moment où sa santé a commencé à décliner, les fans commençaient à comprendre quelque chose. Jessie n'était pas seulement la dernière connexion de Waylon, elle était la seule qui savait tout. Chaque chanson qu'elle chantait, chaque pause qu'elle laissait planer dans l'air, même les couplets qu'elle n'expliquait jamais, tout cela ressemblait à des pièces de puzzle. C'était comme si elle avait porté une confession toute sa vie, mais au lieu de l'exprimer clairement, elle l'a cachée dans la musique. Et c'est ainsi qu'elle l'a finalement laissé sortir. Pas avec un livre, pas avec une conférence de presse, pas même avec un spectacle d'adieu qui ferait les manchettes. Elle a simplement téléchargé un album un jour. Pas d'annonce, pas de grand lancement. Elle n'a même pas utilisé son nom de scène. Il est sorti sous son vrai nom, Miriam Johnson. L'album s'appelait Floorboards, planche du plancher. 10 chansons, pas de paroles imprimées, pas de notes, rien pour l'encadrer. Mais la piste 7 était la bonne.
Elle s'appelait simplement Tucson. Les gens qui l'ont trouvée n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. La voix de Jessie était plus âgée, usée, fragile, même mais stable. Et au lieu de chanter l'amour ou le chagrin, elle a chanté des secrets portés trop longtemps. Elle a peint un tableau d'une église dans le désert, une prière de minuit, et un homme creusant dans la terre sèche, tandis qu'une femme s'agenouillait sous une lumière vacillante. Puis vint la ligne qui a glacé tout le monde. Il a dit que la bouteille était vide, mais l'acte était accompli. Alors, nous avons enterré la vérité avant le soleil du matin. Cela ne ressemblait pas à une métaphore. Cela ressemblait à un souvenir, comme si elle admettait enfin la chose que les gens avaient passé des décennies à deviner. Et puis, tout aussi soudainement, c'était parti. Quelques jours, l'album a disparu du site, complètement effacé. Seule une poignée de fans avaient réussi à le télécharger, mais c'était suffisant. La chanson avait déjà fait son travail. Peu de temps après, la rumeur s'est répandue qu'une église à l'extérieur de Tucson était cours de rénovation. Officiellement, c'était juste pour réparer un problème de fondation dans le sous-sol. Mais selon à qui vous posiez la question, l'histoire changeait. Certains juraient que des véhicules gouvernementaux y avaient été aperçus. D'autres l'ont balayé comme juste une équipe de construction. Personne n'était sûr. Et Jessie, elle n'a pas dit un mot. Sa toute dernière interview a eu lieu un peu plus tard. Elle était assise sur le porche de sa maison, la lumière du soleil coupant à travers les arbres. Quelqu'un lui a demandé si elle avait des regrets. Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de finalement répondre. « J'aurais aimé que nous ayons été plus honnêtes l'un envers l'autre, envers nous-mêmes. Mais Waylon était un homme hanté, et certains fantômes que vous ne pouvez pas enterrer avec des chansons. C'est tout ce qu'elle a donné. Pas de suivi, pas de fin nette. À ce moment-là, il était clair que Jessie avait porté une vérité plus grande qu'elle-même, plus grande que la musique. Elle avait vécu l'amour, le chaos et le silence. Se tenant aux côtés de l'un des géants de la musique country, tout retenant quelque chose que le monde n'était pas censé savoir. Dans ces dernières années, elle a choisi de ne pas l'épeler, mais de la disperser à travers des indices, à travers des chansons, à travers des murmures. Parce que certaines histoires ne sont pas destinées à rester cachées. Parfois, elles sont laissées entre les mains de la dernière voix, prête à les chanter à haute voix.